De retour sur le plateau de la Digifort de Pau, bienvenue à ceux qui nous rejoignent également sur sudouest.fr. Heureux de vous retrouver. Nous avons depuis vendredi même d'ailleurs, mis en place un rendez-vous quotidien matinal. C'est Gabriel Blaise qui va tenir ce rendez-vous. Il est installé juste derrière moi, du côté du petit salon, avec un invité qu'il va nous présenter. Bonjour mon cher Gabriel. Bonjour Eric. Et merci de vous lever une nouvelle fois en ce lundi matin. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Et merci à Pascal Dauboin qui est représentant de l'association Oui au train de nuit, très actif depuis plusieurs années et qui, dans l'actu du moment, Ouais. a Un message à délivrer. Voilà, le message est toujours le même, mais là il est particulièrement parlant avec la question du retour du train de nuit, donc qui a fait la une au niveau national. Oui, tout à fait, et en particulier sur Pau, puisqu'on parle de cette palombe bleue qui renaîtrait, on l'espère, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'asso et son parcours, et le vôtre ? Oui. Alors, d'abord, c'est un collectif, pour l'instant, qui a été fondé en 2016 par des usagers comme moi-même qui prenions le train de nuit en France, et qui a subi l'arrêt des trains de nuit à partir des années 2010. Et donc en 2016, on a créé ce collectif pour relancer le débat et faire que les citoyens n'oublient pas cette mobilité qui est économique, écologique et très pratique. Alors les citoyens, oui, mais les décideurs également. Oui, bien sûr. On a d'ailleurs été très content d'avoir pu passer, porté par les députés, plus de 150 amendements qu'on leur a proposés. Et un amendement est passé lors de la discussion sur la loi d'orientation de la mobilité, qui consistait à redemander au gouvernement d'étudier spécifiquement les trains de nuit. Et donc c'est un rapport qui devait être livré en juillet, qui, à cause de la crise sanitaire, a été décalé, mais on attend ce rapport, on y travaille. Espoir, ouais. Et on a bon espoir, effectivement, d'y voir, on a déjà vu quelques annonces, mais d'y voir quelque chose d'ambitieux sur les trains de nuit. Et Oui au train de nuit a de son côté, beaucoup planché sur l'aspect technique, et vous avez réalisé un boulot énorme qu'on retrouve sur votre site, un boulot presque d'ingénieur, de statisticien, et vous leur avez mâché un petit peu le boulot. Oui, merci. Effectivement, on est des bénévoles d'abord, avant tout, mais on a réussi avec ce collectif de rassembler des compétences assez exceptionnelles. On a des mathématiciens, des statisticiens, on a des cheminots, bien sûr aussi, qui sont fiers de leur outil de travail. On a des usagers, et avec tout ça, on arrive à avoir des gens motivés et encore une fois des bénévoles, et donc qui travaillent à la fois avec des politiques, des techniciens. On a fait des très bons rapports, comme vous l'avez dit, d'une plus de centaine de pages sur le sujet, notamment pour un peu déconstruire les idées reçues sur les trains de nuit. Oui, concrètement, les arguments, parce que bon, moi j'ai le souvenir un petit peu romantique, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai pratiqué le train de nuit entre Lyon et Toulouse à une époque où j'étais étudiant, et je rejoignais quelqu'un à Toulouse, donc régulièrement les week-ends. Je crois que c'était la Genève-Irun à l'époque. Oui, voilà, tout à fait. Et c'était... On y était bien, les billets étaient pas chers, mais c'était un petit peu vide, un peu crado. On était entouré des fois de gens pas très recommandables. On comprend que d'un point de vue économique, c'était peut-être pas une évidence. Il y avait une logique aussi à les faire disparaître. Parce que c'est ça, c'est pourquoi finalement on les a arrêtés. Parce que vous réclamez, on va y venir tout à l'heure, le retour. Enfin, ils se sont arrêtés peut-être pour des raisons, à un moment donné, parce que le public n'était plus au rendez-vous, pour d'autres raisons. Alors allons-y. Allons-y, voilà. Oui, on est dans le vif du sujet, parce qu'il faut analyser effectivement les arguments qui ont été annoncés, notamment par la SNCF et par le gouvernement, pour arrêter ces trains de nuit.
Premier argument, c'est ça manque de clients. De fréquentation. De fréquentation. Alors là, si on regarde bien, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. La SNCF a cassé son produit et du coup, les trains, ne circulant plus, avaient beaucoup moins de clients. Prenons un exemple. Sur l'année 2017, nous avons étudié précisément les trajets Tarbes-Paris sur la Palombe, qui a été arrêtée le 1er juillet 2017, je le rappelle. Sur cette année, la Palombe a été déprogrammée ou en retard dans 47% des cas. Donc, c'est-à-dire, comment voulez-vous mobiliser une Mais est-ce que clientèle c'était que le cas de la Palombe ou est-ce que c'était le cas de l'ensemble des trains de nuit? Voilà, nous, on l'a décrit, mais on l'a prouvé dans nos documents. C'est-à-dire que c'est une démarche délibérée, des opérateurs de rendre le produit inutilisable et pas attractif. Voilà. Et parce que c'est peut-être une année, j'ai pas votre connaissance du dossier, mais c'est une année où l'ensemble du réseau était extrêmement perturbé aussi. Ce n'est pas que le train de nuit. Donc vous dites qu'il y avait une vraie volonté sur le train de nuit, en tout cas de ne pas y mettre tous les moyens pour que l'offre soit attractive. Tout à fait. On peut reprendre les propos même du directeur des intercités de nuit qui a scié la branche sur laquelle il était assis. C'est-à-dire qu'il considérait que c'était plus du tout d'actualité, qu'on avait changé de monde. Monsieur Pépi a enfoncé clou aussi, donc patron de la SNCF, en disant que c'était plus partie du nouveau monde, grosso modo. Donc on lui démontre, grâce aux 195 000 signatures de notre pétition et au taux de fréquentation des quelques trains de nuit qui subsistent, qu'il y a une demande. Voilà. Donc c'est un problème d'offre, c'est-à-dire que l'offre n'étant pas là, effectivement, il y a moins de rentabilité et il y a un problème. Et nous, ce qu'on rétorque aussi par rapport à ça, parce qu'on a quand même un très bon exemple, c'est vous prenez l'Autriche, l'opérateur OBB a complètement inversé la donne en disant on reprend le réseau germanique et on en fait un train de nuit sur l'Europe centrale qui irrigue l'Italie du Nord, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et maintenant ils s'orientent vers les pays comme la Tchéquie. Et ils ont ouvert aussi un Berlin-Bruxelles récemment. Ils sont dans une dynamique positive qui, et je reprends vos propos, s'appuie sur un confort bien amélioré. Bien sûr qu'on n'a plus les mêmes wagons et les mêmes conditions de transport. Donc ils ont fait le pari. Et quelle est la conclusion de ce pari? C'est qu'en un an, ils sont revenus sur leur investissement. Donc c'est rentable. C'est pratique parce qu'il y a plein d'hommes d'affaires qui voyagent dans ces villes. Et ça irrigue non pas que des capitales, mais un réseau assez dense de villes moyennes où il y a de la population, où les gens prennent ce train de nuit. C'est rentable, c'est un gros succès. À condition d'avoir des investissements conséquents au départ. Tout à fait. Donc, mais un investissement qui, là encore, est une question de vision politique et de vision économique et écologique. C'est-à-dire que l'Autriche et cette compagnie OBB a fait le pari qu'il y aura une clientèle à la fois business class, qui veut son confort avec des compartiments bien équipés, privés, privés, voilà, tout à fait, plus des sièges inclinables pour des clientèles étudiantes peu friquées, on va dire. Et donc ils ont fait une large plage de confort et de tarifs également. Une irrigation d'un territoire avec plein de villes. Et le résultat est là. Et on va parler investissement, puisque là récemment OBB relance un appel d'offres où ils commandent plus de trains de nuit que de trains de jour. C'est quand même pour nous quelque chose d'assez merveilleux. Et ils mettent sur la table, pour un appel d'offres 2020, 700 millions d'euros. Donc on ne rigole pas, 700 millions d'euros. La France, pour l'annonce qui a été faite sur le retour des trains de nuit par M. Macron, c'est 100 millions d'euros. Donc quand même, on n'est quand même pas tout à fait dans la même ordre de grandeur. Donc je veux dire qu'il y a les opérateurs qui y croient et qu'avec un bon modèle économique, on arrive, et puis en surfant sur la vague écologique, on arrive à avoir des clients qui rempliront ces trains. Mais c'est pas parce que aussi il y avait une forme d'organisation générale, parce que là on parle évidemment spécifiquement du train de nuit, mais l'argument aussi c'était pas parce que dans les organisations qui font que les trains arrivent d'un côté, les wagons sont remis de l'autre, enfin c'est la SNCF, c'est une complexité terrible pour arriver à faire que tout fonctionne et tout roule à peu près en même temps. On le voit bien d'ailleurs lorsqu'il y a des conflits sociaux et pour la reprise d'un trafic normal. Est-ce qu'à un moment donné le choix n'a pas été fait en effet
de laisser ça de côté parce que l'organisation générale se mettait en place de façon différente. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ma question est qu'aujourd'hui on peut facilement remettre en place ces trains de nuit? Oui, alors c'est une très bonne question et je ne vais quand même pas cacher un des arguments qui est valable de la SNCF, c'est que les trains de nuit sont plus difficiles à opérer puisqu'ils roulent de nuit, Eh ben oui, par oui, définition. bien sûr. Or, de nuit, qu'est-ce que fait la SNCF? Elle préférait faire des travaux de maintenance sur ces voies. Bien sûr. Et comme les voies, vous le savez, il y a eu un problème de maintenance ces dernières années, il y a, et vous le voyez sur un Pau-Toulouse, par exemple, qui se transforme souvent en trajet d'autocar parce qu'il y a les travaux sur la voie, il faut changer à Boussins pour aller à Toulouse. Bon, donc, il y a effectivement une difficulté d'opérer ces trains de nuit. Le gros avantage quand même qui est à prendre en compte, c'est que le train de nuit ne demande pas des infrastructures comme le TGV qui réclament des milliers de tonnes de béton, du fer. Quand on fera un bilan écologique sérieux, moi j'ai rien contre les TGV, mais il faut quand même comparer les choses. On est beaucoup plus... moins intrusif au niveau de la relance des trains de nuit qu'une ligne TGV. On n'est pas du tout dans les mêmes mesures de grandeur. Oui, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est quand même notre argument de base, c'est que les rails existent. Certes, il faut les maintenir, c'est un peu plus difficile, mais au total, c'est pas un effort impossible. La preuve, les Autrichiens l'ont fait. On arrive à faire tourner des trains à 200 km/h sur ces voies-là. Notre axe, nous, c'est de dire qu'entre 500 et 1500 km, le train de nuit a sa place. 500 et 1500, il y avait quand on a parlé de l'aérien, enfin quand le gouvernement a parlé de l'aérien, de la relance de l'aérien, il a parlé d'une jauge de kilométrage qui serait acceptable pour des transports en avion ou pas. Est-ce que vous raisonnez aussi en ces termes? Est-ce que pour vous le train est nécessairement opposé à l'avion, où il y a une complémentarité à trouver? Alors, globalement, il y a une complémentarité à trouver. Bien sûr que pour les vols intercontinentaux... oui, non, je parle de l'organisation même si on nationale. Si on regarde, prenons un Pau-Paris, par exemple. Oui. Est-ce qu'en effet, je reprends exactement la question de Gabriel, est-ce qu'il y a une complémentarité dans votre esprit ou est-ce que finalement ça s'oppose? Alors, il y a une complémentarité parce que même sur le Pau-Paris, aujourd'hui, le train de nuit vous permettrait de passer la soirée en famille, de monter dans votre train de nuit, d'arriver à l'heure à votre travail. Je l'ai fait régulièrement pour aller à la Défense. On arrive à 7h30 à la gare, on arrive à la Défense à sa réunion, à 8h30, c'est impossible en train. Parce que vous avez un trajet notamment de taxi ou d'autocar entre Orly et la Défense. Donc ça, c'est impossible. Et avec le train de nuit, vous revenez en fin de journée après une réunion et vous retrouvez votre famille le lendemain matin. Vous avez une journée pleine de travail écologique. On va y revenir aussi, je donnerai des chiffres là-dessus, mais efficace, qui est difficilement concurrencé par l'avion. Et encore moins par le TGV, parce que de Pau, vous le savez, le TGV, c'est 4h30, donc vous ne pouvez pas faire l'aller-retour dans la journée, faire votre réunion. Voilà. Donc, le train de la nuit a sa place. Pour des raisons privées aussi, là je parle professionnel, mais pour des raisons privées, vous économisez une nuit d'hôtel, vous avez un aller-retour sur Paris, vous bénéficiez de votre journée, vous ne payez pas d'hôtel. Et, en tout cas, vous trouvez dans le choix, en effet, ce choix-là manque aux consommateurs, en tout cas aux voyageurs, parce que tout le monde ne peut pas voyager non plus, tout le monde n'a pas facilement. Après, c'est pas la solution alpha oméga, mais en tout cas, c'est une solution qui manque aujourd'hui. Voilà, c'est une solution qui manque. Et puis, quand vous regardez les sondages aujourd'hui sur la génération qui nous suit, parce que je suis quand même dans les plus vieux du collectif, mais les jeunes, vous prenez le sondage qu'organise Arte, les jeunes, quand ils choisissent un choix de mobilité, privilégient aujourd'hui le prix, l'impact écologique par rapport à la vitesse. La vitesse devient quelque chose de désuet. Oui, c'est pour ça qu'il faut remettre un choix possible pour que les gens puissent librement et dans des conditions concurrentielles adéquates. Parce que le train, on a toujours dit c'est très cher, on peut redétailler, mais c'est très cher comparativement à l'avion qui bénéficie d'exonérations fiscales sur le kérosène, qui ne paye pas sa taxe CO2
Et évidemment, n'importe quelle entreprise privée vous dirait, mais attendez... il y a une distorsion de concurrence, flagrante, mais ça c'est au niveau international. Alors c'est l'argument qu'on nous dit, oui, parce que le kérosène, c'était une convention, je crois que Chicago, mais des pays européens ont mis des taxes à 20 euros par billet sans difficulté. C'est une question de choix politique, de manière à ce que le consommateur comprenne bien ses choix et ne bénéficie pas d'une concurrence déloyale qui biaise l'orientation. Mais il y a les sondages, il y a l'aspect la clientèle, la nouvelle génération, la conscience écologique. Après, il y a aussi la réalité économique qui fait que pour certains, en 2 heures, c'est mieux qu'en 4 heures. Oui, alors tous les utilisateurs, il y en a beaucoup de la clientèle affaires de OBB, vous expliqueront qu'eux, ils préfèrent un train, ils associent les deux, la conscience écologique, mais ils dorment confortablement dans leur wagon-lit, ils arrivent à destination, à Zurich, Milan. Ils commencent leur journée de boulot voilà. Il n'y a pas de difficulté. En ayant économisé ce que vous disiez, une journée d'hôtel. Mais par contre, effectivement, pour revenir à votre remarque initiale, on ne redemande pas de revenir à la bougie, on ne redemande pas les Amish, non, de recopier, mais c'est bien. La vapeur. Non, M. Macron a dit qu'il allait remettre en place les trains de nuit, vous voyez, donc on peut convaincre notre président. Et d'ailleurs, les ministres aussi en sont convaincus. Donc on peut refabriquer une offre attractive qui bénéficiera de cet engouement pour le climat et qui sera rentable. Je voudrais quand même donner un dernier chiffre. Allez-y, on va aller vers la conclusion, mais allez-y. Un dernier chiffre sur Pau, quand même. Puisqu'on parle beaucoup de Pau-Paris. Pau-Paris, en avion, c'est 200 kg, 250 kg de CO2 émis dans l'atmosphère. Et en train, c'est une dizaine de kilos. Bon, enfin, on va dire, grosso modo, c'est 200 kg de CO2 émis pour un billet Pau-Paris. Oui. Bon, 200 kg, si vous prenez aujourd'hui... les tables, les règlements français, on fixe la tonne de CO2 à 100 € la tonne en 2030. Ouais. D'accord ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en prenant un train de nuit pour Paris, vous faites une économie de 20 € à la société par rapport au train. Donc 20 €, c'est quand même quelque chose qui pèse. Et je ne vous dis pas, certains économistes comme France Stratégie, qui est un think tank associé à Matignon, pensent que la tonne de CO2 ira jusqu'à 250 € la tonne, qu'il faudrait même valoriser pour les investissements du futur, le CO2 à 250 kg la tonne. Donc ça veut dire aussi que ça ferait 50 € d'économiser en train de nuit par rapport à l'avion. Tout ça pour dire qu'il y a une comparaison à faire et que le train de nuit, même économiquement, sera gagnant. Oui. On sent, Gabriel, que vous avez invité un convaincu, en tout cas, et il faut souligner le travail, donc, encore une fois, de l'association pour essayer d'apporter des données sur la table sur lesquelles les uns ou les autres puissent réfléchir de façon concrète. C'est, si j'ai bien compris, l'ADN même de votre association, hormis la conviction que vous défendez. On est tous des usagers parce qu'on n'a pas du tout parlé des transversales, c'est dommage, parce que vous avez parlé du Irou-Landaï-Genève, vous ne passiez pas par Paris. Donc au niveau du Covid, c'est aussi intéressant. Des grosses villes. Et puis là, c'est imbattable au niveau, même avion, les billets sont très chers. Oui. Mais je reviens sur l'organisation qui est la nôtre. Vous parlez de l'Autriche à juste titre, sauf que l'Autriche s'est organisée comme ça depuis des années. Est-ce que vous pensez réellement et concrètement que l'organisation peut se mettre en place sur 2, 4 ans, 6 ans, alors même qu'il y avait un bouleversé? Vous avez un objectif Oui, alors on a un objectif. On a sur votre site, vous voyez qu'on invite le gouvernement à relancer 15 lignes nationales et 15 lignes internationales. Parce que nous, on pense que l'Europe doit se construire avec des trains de nuit. Et les transversalités. 500, regardez ce qu'on avait. C'est-à-dire Irun, Hendaye, Pau, Tarbes, Lyon, Genève. On faisait une transversale Espagne, Suisse. De même que le Hendaye-Vintimille irriguait les Pyrénées jusqu'en Italie, sans passer par Paris. Donc, il y a une interconnexion européenne grâce à ça, et vraiment on est tout près de l'Espagne ici. Donc Irun, il ne faut pas l'oublier, nous on demande que la Palombe bleue aille jusqu'à Irun. Les Espagnols sont en train de construire une ligne compatible avec Saint-Sébastien, donc on va faire l'Europe du train. Il est question que ça s'arrête à Lourdes aujourd'hui, c'est ça Alors pour l'instant, c'est encore un peu ambigu parce qu'il y a des effets d'annonce que nous on essaie de décortiquer. Pour l'instant, on a une Palombe bleue qui revient jusqu'à Tarbes.
parce qu'il y a une forte mobilisation, c'est une vrai. forte mobilisation de la région Occitanie qui soutient le sujet. On espère que les Nouvelles-Aquitaine, on y travaille, soutiendra une extension jusqu'à Hendaye et Pau, bien sûr. Mais ce n'est pas encore gagné, donc on relance nos élus là-dessus. Et on veut aussi des lignes transversales, comme il y avait dans le temps, jusqu'à Vintimille, jusqu'à Genève. Voilà. Alors, je suis désolé, mais il va falloir que je fasse un chef de gare et que le sifflet retentisse, même si ça marche plus vraiment tout à fait comme ça. Et encore que, merci beaucoup à vous d'avoir partagé cette conviction. On aiguillera Merci. notre rendez-vous, j'imagine, pour continuer à parler de tout ça, mon cher Gabriel. Bien sûr. Merci, Merci à vous. Merci à vous. On va vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée si vous nous regardez en replay, évidemment. Merci à ceux qui nous ont suivis sur sudouest.fr ou sur digifardepont.com. Et à demain.